Allez, c'est parti. On va démarrer pour pas prendre trop de retard. Donc, vous êtes une vingtaine pour l'instant à nous avoir rejoints. Je vous remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire organisé à l'initiative de l'ARS et organisé par l'ARACT Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis Hélène Arvan et je suis accompagnée de mon collègue Gillian Charlet. Et nous avons notre grand témoin, Patricia Traversaz, qui se présentera tout à l'heure et qui viendra témoigner de ce que l'hôpital de Fourvière à Lyon a pu mettre en place autour de la charge de travail. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous donner quelques repères sur la charge de travail ou les charges de travail. Vous verrez pourquoi on peut employer le pluriel et de vous montrer aussi des outils que vous pouvez mettre en place pour essayer d'appréhender la charge de travail, de la repérer, de l'analyser, de la réguler. Donc, il y aura toute une première partie où on va être sur des apports de repères un peu théoriques pour comprendre de quoi on parle, de la charge de travail et dans quel cadre plus global ça s'inscrit, notamment en termes de qualité de vie au travail. Il y aura après une partie donc témoignage avec notre grand témoin et après une partie un peu plus en vous présentant des outils où vous allez pouvoir expérimenter pour travailler le sujet chez vous. Pour commencer, une petite présentation de notre structure. Donc, nous sommes l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et nous appartenons à un réseau national qui est composé d'une agence nationale à Lyon et de plusieurs ARACT par région. Et donc, notre mission principale, c'est d'accompagner des organisations de travail, publiques, privées, administratives, associations, dans des projets d'amélioration des conditions de travail, d'accompagnement du changement, de faire en sorte que chaque transformation du travail, chaque changement, chaque projet, chaque modification qu'il peut avoir dans le travail puisse être l'occasion d'agir sur les conditions de réalisation du travail et justement de faire en sorte que le travail de demain soit adapté au travail réel d'aujourd'hui et que ça permette justement une meilleure appréhension, une meilleure appropriation des changements par les salariés, par les travailleurs d'une manière générale. Donc, on travaille sur tout ce qui est qualité de vie au travail, faire en sorte que chaque outil de travail, chaque méthode, chaque process de travail, chaque projet de transformation soit compatible avec la possibilité de pouvoir passer des bonnes journées au travail et d'avoir le sentiment de faire du travail de qualité. Voilà, un peu notre mission. Et donc, le webinaire est proposé dans le cadre d'une convention de partenariat que nous avons avec l'ARS qui nous permet de faire plusieurs web-échanges ou webinaires sur différentes thématiques qui sont des thématiques de préoccupation dans les contextes d'aujourd'hui dans le secteur médico-social et sanitaire. Et donc, on a eu différents webinaires qui ont déjà été organisés cette année, notamment sur les espaces de discussion au travail, sur la conduite des projets de transformation et des projets d'investissement ou sur le management du travail. Donc, vous pouvez retrouver les replays de tous ces webinaires sur la page ARS QVT. On vous met le lien dans la présentation. Et puis, n'hésitez pas aussi sur cette page, vous pouvez aussi poser un certain nombre de questions. Donc, quoi qu'il en soit, vous recevrez le support de présentation et le replay, vous pourrez le récupérer sur la page ARS, promouvoir la qualité de vie et des conditions de travail. Vous avez la possibilité d'utiliser l'onglet questions-réponses pour poser des questions écrites auxquelles on s'efforcera de répondre. Donc, mon collègue Gillian ou moi, on essaiera d'alterner pour gérer la zone de questions-réponses. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter soit par nos mails qui sont au début de ce support ou soit directement sur notre page web. On va commencer par un petit sondage en fait de positionnement pour un peu voir vous, alors vous êtes 24 là présents, quelle est votre position, votre rapport par rapport à la charge de travail et par rapport au sujet de la charge de travail dans vos structures. Donc, vous allez voir apparaître un petit sondage avec 3 questions auxquelles il faut répondre. Et puis après, on verra directement les résultats et puis on pourra les commenter. Donc, je lance le sondage. Si vous ne voyez rien apparaître, vous me faites un petit signe dans la zone de chat. Mais normalement, la technique sera avec nous. Il n'y a pas de raison. C'est parti.
Ah, on commence à avoir des réponses, ça me rassure, si vous l'avez vu. Alors, sur la première question, je commence à commenter, hein, mais vous pouvez continuer à répondre aux questions. Donc, qui est en charge d'analyser, de réguler la charge de travail chez vous? Donc, on a, sans grande surprise, principalement les encadrants et les managers, où effectivement, ce sont les premiers référents sur ce sujet-là. Nous avons quand même 41% qui vous répondez les services de direction. Effectivement, c'est un sujet, la charge de travail, qui est de plus en plus pris en charge par les directions. Alors, dans le cadre, souvent, malgré tout, des négociations et du dialogue social, donc via le CSE ou le CSA, mais il y a une prise de conscience qui se fait aussi qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un sujet de négociation ou un sujet de tension ou de conflit pour parler de la charge de travail. Mais c'est vrai que jusqu'alors, on avait beaucoup la porte d'entrée, c'était quand même via les négociations. Sauf qu'on le verra plus tard dans le webinaire, c'est effectivement un sujet qui concerne tous les acteurs d'une structure. Sur la question 2, à quel moment analysez-vous, régulez-vous la charge de travail? Donc, on a principalement lors de situations de tension. Voilà, donc c'est effectivement, c'est ce qu'on voit, nous, hein, dans toutes les structures qu'on accompagne. C'est un peu un commun. On a quand même 50% en anticipation des pics d'activité, effectivement, quand on sait qu'il va y avoir un événement, une manifestation ou des départs ou voilà, un nouveau changement à prendre en compte. Effectivement, c'est plus facile d'anticiper. Dès lors qu'il y a un imprévu, une urgence, un changement, donc effectivement, là, ça nous oblige à ajuster, à réguler le travail et donc la charge de travail. Et puis aussi, vous répondez aussi beaucoup à la demande d'un salarié ou d'un agent, effectivement, sur de la régulation individuelle. Nous, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, c'est souvent de la régulation individuelle, moins souvent collective. C'est souvent de la régulation aussi ou de la mesure quantitative, moins souvent qualitative. Donc, on va en parler après. Mais voilà, effectivement, l'expérience que vous avez reflète bien ce que nous, on peut observer par ailleurs. Et troisième question, quels sont les outils ou leviers que vous pouvez utiliser? Donc, majoritairement, les entretiens individuels, donc les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Lors de discussions collectives aussi, vous mettez au même niveau que les entretiens individuels. Donc, ça, c'est plutôt intéressant de voir que ce sujet-là peut être abordé en discussion collective, que ce soit en réunion ou en espace de discussion sur le travail. Et puis, via des tableaux d'indicateurs d'activité de reporting, ben oui, parce que c'est l'outil premier aussi pour pouvoir mesurer et réguler la charge de travail. On en parlera aussi pendant ce webinaire. Voilà, je vais mettre fin à ce sondage-là pour commencer le contenu. Hop, je vous remercie d'avoir répondu. Il y en a encore 3 qui n'ont pas répondu, mais on va poursuivre. Alors, je vous partage rapidement les résultats. Est-ce que, Gillian, tu prends le relais? Pour moi, Et moi, j'enregistre les résultats. on fait comme ça. Je te le solliciterai pour le passage de diapo. Je ne sais pas si j'ai le mois. Non, je te solliciterai à ce niveau-là. Du coup, on peut aller sur la diapositive suivante et aller effectivement sur les différentes représentations que l'on peut avoir sur la charge de travail. Alors, on vous a pris ici un petit florilège de quelques réponses qu'on a. Effectivement, il faudrait un outil pour pouvoir mesurer objectivement la charge de travail. Le fait que c'est seulement effectivement au manager de réguler la charge de travail, c'est une réponse qu'on voit effectivement apparaître au niveau du sondage. C'est directement les représentants de la direction et les managers. C'est principalement à eux qu'on va dire c'est à vous de réguler cette charge de travail, ou effectivement cette question de la charge de travail, on va se poser cette question uniquement lorsqu'il y a trop de travail.
Nous, on va essayer de détricoter un peu justement ces différentes idées reçues, clarifier ce qu'on entend par nous, charge de travail, et après, comme l'a dit, si bien dit Hélène, voir quelques outils que l'on va pouvoir vous transmettre à ce niveau-là. On peut aller sur la suite. Alors, pour aborder le sujet, avant toute chose, tu peux y aller. On va parler de la qualité de vie au travail. Alors, la qualité de vie au travail est devenue maintenant ce qu'on appelle la qualité de vie et les conditions de travail. Ça repose sur 3 piliers principaux. Ça va être la possibilité de s'exprimer et d'agir sur son travail. Ça, c'est des éléments qu'on va revenir, qu'on vous avez effectivement retrouvé dans le sondage. À quel moment vous pouvez parler justement du travail? Ça va être principalement dans les entretiens individuels, mais également dans les discussions collectives, avoir la manière de s'exprimer sur le travail, mais également sur son contenu, le sens qu'on va lui donner. Et après, effectivement, les conditions de réalisation, ça va être soit l'aspect de l'environnement physique, mais également du matériel qu'on va vous mettre à disposition pour réaliser et organiser votre travail, mais également tout cet aspect organisationnel. Ça va être uniquement lorsqu'on va pouvoir avoir ces 3 piliers qu'on va considérer qu'on est dans une bonne qualité de vie et avec des conditions de travail soutenables qui nous permettent de faire un travail de qualité. On va terminer avec une petite citation qu'on aime bien mettre, qui est une citation de Yves Clos, c'est « Il n'y a pas de qualité de vie au travail sans travail de qualité ». Là, on va revenir en fait sur le cœur du travail en lui-même. C'est si on a la possibilité d'agir sur son travail, si le travail que l'on fait au quotidien a du sens et qu'on a effectivement les conditions physiques et matérielles pour réaliser son travail, on va assez rapidement tendre vers un travail de qualité et dans ce cas, aller vers la qualité de vie au travail. Alors là, on est sur une représentation, une rosace ou une marguerite. On a chacun cette vision là-dessus. C'est la représentation que l'ARACT met en avant sur la qualité de vie au travail. On va effectivement retrouver l'engagement, le management, on va retrouver la santé au travail, les relations et le climat social. Et effectivement, dans le contenu du travail, on va retrouver la répartition de la charge de travail. Comme quoi, la charge de travail en elle-même fait partie intégrante de la qualité de vie au travail. Et ça va être un élément qu'on va venir détricoter, nous, dans les différentes interventions et témoignages qu'on peut mettre en avant. À ce niveau-là, on va parler effectivement de la charge de travail comme étant un déterminant des résultats et des sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis de la qualité de son travail. Il faut d'abord effectivement essayer de trouver, comment pourrait-on dire ça? Avoir la possibilité de s'exprimer librement sur c'est quoi un travail bien fait et essayer de trouver un compromis qu'on va avoir entre les contraintes de notre travail, les exigences du terrain, les aléas qui peuvent survenir et les ressources qu'on nous met à disposition. Ça va être collectivement, lorsqu'on va pouvoir échanger et discuter de ces critères-là, de ces contraintes et de ces ressources, on va pouvoir se mettre d'accord sur finalement un travail bien fait, c'est quoi. Et c'est à ce niveau-là qu'il va s'opérer une grande partie de la régulation de travail, de manière à ce que chaque personne dans son environnement de travail ait des ressources nécessaires pour faire face aux contraintes, avec ses sentiments de faire un travail de qualité. Et lorsque l'on arrive à la fin de la journée en se disant j'ai eu suffisamment de temps et suffisamment de ressources pour faire un travail de qualité, assez souvent on est satisfait de sa journée, on a effectivement cette notion de bien-être et ça comprend les aléas du quotidien. C'est lorsqu'on est dans une routine où tout est identique, où rien ne change, on va faire un travail de quotidien, mais il va venir je ne vais pas parler d'ennui, mais c'est justement dans ces aléas qu'on arrive justement avec la fin de journée en disant on a eu un aléa, on a eu des contraintes, on a eu les ressources, on a pu rebondir et on a ce sentiment de travail bien fait et de bien-être qui va venir à ce niveau-là. On peut aller sur la suite. Alors, les principaux leviers qui nous permettent justement d'agir sur la qualité de vie et les conditions de travail, c'est effectivement le management avec cette possibilité que ce soit individuel ou collectif d'aller discuter avec ces managers à propos
du travail en lui-même, mais également de ses conditions de réalisation. Les espaces de discussion, ça, comme l'a souligné Hélène et comme vous l'avez mis en avant dans les témoignages, c'est les possibilités de discuter collectivement du travail et de son organisation, mais également un point que l'ARACT met à l'honneur, c'est la possibilité de pratiquer l'expérimentation. De par son travail, les activités régulières, on va avoir des idées vis-à-vis de certains éléments et on va se dire, j'ai une idée, je souhaiterais mettre en place une organisation à l'échelle d'un service ou à l'échelle d'une équipe, quelque chose de nouveau, une pratique, une nouvelle organisation. Et c'est également lorsque, au sein de cette équipe et de la direction, on va dire, c'est une bonne idée, on va vous laisser un peu la possibilité justement de pratiquer cette expérimentation avec notamment ce droit à l'erreur. C'est vraiment ce qu'on va essayer de mettre en avant en opposition de ce que vous avez retrouvé sur la partie droite de l'écran, lorsqu'on parle souvent de qualité de vie au travail, on va dire vous avez des chaises ergonomiques, on vous a mis une télé écran plat dans la salle de pause ou un baby-foot pour pouvoir jouer. C'est pas ça qui va agrémenter et améliorer les conditions dans la réalisation du travail. C'est vraiment deux choses qu'on va mettre en opposition. Cette partie un peu gadget, happiness manager avec le baby-foot, les cours de yoga parce que on est trop stressé. Et de l'autre partie, la possibilité effectivement de pouvoir agir sur les conditions de réalisation du travail, que ce soit par le management, les espaces de discussion et cette expérimentation. Hélène, si jamais à un moment tu veux compléter, tu n'hésites pas, bien entendu, hein. Vas-y. Alors ça, c'est une proposition de modélisation que l'on a vis-à-vis de la charge de travail et comme quoi le management peut venir réguler cette activité. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est également le manager de sa propre activité. C'est nous-mêmes, avec nos limites, qui allons organiser notre activité de manière à pouvoir la mener à bien. Certes, le manager va nous confier une charge de travail, une liste de tâches ou d'activités à faire, mais après, nous, on va développer une certaine intelligence dans nos pratiques et s'auto-réguler dans ces différentes activités. Du coup, c'est bien prendre en compte qu'on est notre propre manager dans notre activité. Après, effectivement, il va y avoir cet aspect d'organisation de travail où là, on est sur comme c'est écrit, l'organisation opérationnelle avec le planning, une gestion des imprévus ou des remplacements, où là, on est vraiment sur l'aspect managérial, comme on l'entend en règle générale. Et après, il va y avoir les transformations et changements, où là, on est sur les aspects beaucoup plus extérieurs qui font office, qui proviennent justement de l'orientation stratégique de l'entreprise ou des gros imprévus. Et ça va être en se basant effectivement sur ces trois piliers que va émerger véritablement ce que nous on appelle la charge de travail et comment à ces endroits de croisement vis-à-vis de cette modélisation à pouvoir discuter et essayer de réguler et gérer cette charge de travail. Pour compléter, effectivement, la charge de travail, quand on la questionne, elle va venir rentrer vraiment dans ces trois piliers du management du travail. Donc, dans l'organisation du travail, évidemment, avec la gestion des plannings, la répartition des tâches, dans l'accompagnement des changements et des transformations. Et vous l'avez dit dans le sondage, que vous étiez, j'ai plus la statistique, mais c'était nombreux à dire que vous occupiez la charge de travail aussi en anticipation d'une transformation, en anticipation d'un changement ou d'un aléa prévu. Et puis, dans le management des individus et des collectifs, avec les régulations et les mesures individuelles et les entretiens individuels aussi. Donc effectivement, la charge de travail, en fait, quand on la questionne, elle est un peu partout dans le travail, et elle est sur toutes ces dimensions individuelles, collectives, organisationnelles et accompagnement des changements. Donc, c'est en ça que c'est un levier du management du travail. Alors, quand on dit management du travail, ce n'est pas le levier du manager uniquement. Le management du travail, c'est vraiment l'action de gérer le travail d'une manière globale, mais pas en tant que forcément N+1 ou supérieur hiérarchique uniquement. C'est vraiment l'organisation du travail. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que, comme l'a dit Gillian, on est aussi son propre manager de son propre travail, si on le prend dans le sens organisation. Et donc, vraiment, la charge de travail, c'est ça qui va être à la fois une composante du management du travail qui va faire qualité de vie au travail,
mais aussi le résultat d'un management du travail et d'une qualité de vie au travail aussi qui propose une organisation soutenable en fait. Donc c'est un cercle, c'est un cercle vertueux ou vicieux, selon si on s'occupe du sujet ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous intéressez à la charge de travail et vous commencez à travailler sur la charge de travail, vous allez travailler sur tous les autres pans qui font QVT. Donc, la marguerite que vous a présentée Julien tout à l'heure, ça vous permet vraiment, en travaillant sur un levier comme la charge de travail, d'aller travailler l'équilibre des vies, d'aller travailler le sentiment de reconnaissance, d'aller travailler les relations professionnelles. Vous allez travailler, même sans forcément vous en rendre compte, vraiment tous les champs de la QVCT. Et c'est ça qui est intéressant dans la charge de travail, c'est que c'est complexe, certes, parce qu'il y a une dimension quantitative, qualitative, individuelle, collective et organisationnelle. C'est certes complexe, mais tout ce qui est complexe, c'est autant de leviers aussi qui, quand on les active, ont des répercussions plus grandes aussi, en fait. Donc, c'est assez intéressant à agir. On continue, Gillian. Alors ça, c'est une petite modélisation que l'on a vis-à-vis de ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Vous allez effectivement avoir le travail prescrit, c'est celui que vous allez retrouver dans votre fiche de poste, celui qui doit être réalisé, et vous avez le travail réel. C'est le travail que vous allez devoir réaliser avec toutes les petites modifications et les changements du quotidien pour mener à bien votre activité. Vraiment, la grosse différence, et on est sur plusieurs modélisations, je sais qu'on aime bien mettre en avant la modélisation que vous allez retrouver sur la droite de votre écran, avec le travail prescrit, c'est l'activité en elle-même. Vous faites d'abord telle étape, puis vous allez à l'étape d'après sur un long chemin. Et vous allez le travail réel où il y a vraiment les imprévus, il va y avoir les absences, les urgences qui vont se mettre en place, tous ces éléments-là qui vont en fait rendre beaucoup plus complexe ce travail à réaliser. Et c'est à ce niveau-là que va devoir intervenir la régulation de la charge de travail. Quand on s'appuie effectivement sur un travail prescrit, la charge de travail peut être tout à fait soutenable parce qu'on est sur une continuité, sur une évidence, une étape qui entraîne l'étape suivante assez clairement. Alors que sur le travail réel, il y a énormément d'éléments extérieurs et d'imprévus qui vont venir agir. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on va voir se développer, nous, ce qu'on appelle l'intelligence de travail. C'est pour rester dans cette dynamique, pour atteindre l'objectif qui vous a été fixé et que vous êtes vous-même fixé, vous allez développer une intelligence pour mener à bien vos missions malgré toutes les contraintes. Et c'est un peu justement cet élément qu'on essaye justement de mesurer et de chercher lorsqu'on essaie d'évaluer cette charge de travail, c'est cette différence qu'il va y avoir, cette différence réelle entre le travail prescrit et le travail réel. C'est bon pour moi, on peut aller pour la suite. Alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de mettre en avant avec notamment cet aspect dans les espaces de discussion, dans le management, dans cette possibilité de discuter et d'échanger sur son travail. On est toujours sur une modélisation pour essayer d'exprimer un ressenti ou des thématiques qui reviennent assez régulièrement lors de nos interventions. Lorsque vous allez vous retrouver face à un besoin, un manque, une demande particulière et que vous allez l'évoquer une première fois. Si ce besoin est évoqué, mais ne donne pas en fait une réponse, on n'a pas l'impression d'être entendu ou d'avoir la possibilité d'interagir vis-à-vis de notre environnement, on va réitérer cette demande quelques fois. Au bout d'un moment, elle va se charger en émotion, avec notamment cette impression de ne pas être écouté. Et à partir de là, un temps d'attente va se mettre en place et on va arriver à cette émergence de plainte. Si le besoin, lorsqu'il est évoqué, a été entendu, donne lieu à une réponse, alors que ce soit une réponse, entre guillemets, sur un aspect quantitatif vis-à-vis d'un manque de matériel, d'une restructuration, mais peut également donner lieu à une réponse qualitative où le manager va dire « je vous ai entendu, à l'heure actuelle, nous n'avons pas les moyens ou les ressources », on va pouvoir éviter cette plainte-là.
c'est lorsqu'il y a un besoin et qu'il y a un temps avec un silence où on ne répond pas à cette demande et on a l'impression qu'elle est mise de côté, qu'on va en arriver à la plainte avec, alors nous on met ça la plainte, mais ça va être ce ressenti et cet affect qui va provoquer en règle générale un désengagement de par la personne dans son activité et cette non-envie de s'impliquer et avec notamment cet aspect délétère sur la qualité de vie au travail qui va arriver par la suite. Alors, on a mis effectivement cet aspect de maltraitance, mais c'est vraiment l'idée générale, c'est lorsqu'il y a une demande, on ne répond pas à cette demande avec cette durée et notamment cette absence de réaction, on va caractériser ça comme une maltraitance avec tous les aspects délétères que cela peut entraîner vis-à-vis de l'engagement et du travailleur. Alors, ce qui est intéressant, c'est de décaler la plainte vers le besoin ou la demande vers le besoin. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la charge de travail, par exemple, où on entend souvent dans les idées reçues, il faut recruter en plus parce qu'on est débordé, il faut recruter en plus, comme si c'était la solution miracle. Sauf que donc, la plainte, ça peut être « je suis débordé ». Le besoin, ça peut être faut recruter en plus, mais en vrai, quand on creuse et quand on analyse l'organisation du travail, le besoin, ce n'est pas forcément il faut recruter en plus, il faut que j'ai un nouveau collègue. C'est peut-être qu'il faut qu'on me donne des outils de travail ou une organisation du travail qui me permet de mieux optimiser mon propre travail, en fait. Et donc, c'est vrai qu'entre une demande qui peut se transformer en plainte si elle n'est pas prise en charge et un besoin, il peut y avoir des décalages, en fait. Et c'est vrai qu'en tant que manager, c'est le boulot aussi de pouvoir décaler la demande et le besoin. Et pour ça, il faut passer par une analyse du travail et de la situation qui est remontée pour pouvoir justement savoir, mais c'est quoi en fait le besoin, et pas que le besoin individuel, mais le besoin collectif aussi, en fait. Donc, c'est pour ça c'est intéressant de ne pas s'arrêter à uniquement je demande ça ou je me plains de ça. C'est d'aller vraiment questionner pour savoir ce qu'il y a derrière et les leviers qui peuvent être activés. Julien? Alors là, on est sur une modélisation qui peut paraître un peu complexe. On va un peu la détricoter ensemble, mais toujours on est sur une proposition de modélisation qui nous permet justement de pouvoir discuter de ce qu'on a appelé la violence au travail. Vous allez retrouver tout à gauche les perturbateurs de l'organisation. Ça, c'est des éléments extérieurs qui peuvent venir perturber l'organisation, le bon déroulement. Et on a bien vu avec la différence entre le travail réel et le travail prescrit que les perturbations dans l'activité en elle-même sont assez régulières, mais après on peut retrouver des perturbations beaucoup plus grosses avec notamment la crise Covid, mais des difficultés de recrutement. Les perturbations organisationnelles sont assez régulières. Ça va amener une instabilité des règles. Si on n'a pas eu la possibilité de discuter collectivement de ce qu'on entend par un travail bien fait, chacun va modéliser, s'approprier un peu justement les règles avec ses propres définitions, si on n'a pas les possibilités d'en discuter clairement. Et à partir de là, vont arriver effectivement des conflits interpersonnels, à partir du moment où justement on n'a pas la même définition de qu'est-ce qu'un travail bien fait. Chacun va le faire à sa manière en fonction de ses contraintes, mais si on n'a pas discuté entre nous, on va avoir des conflits interpersonnels, on va avoir des dérives dans le fonctionnement qui vont se mettre en place, et à partir de là, on va avoir effectivement, ça résulte, ça paraît évident, mais un mal-être organisationnel, parce que collectivement, on n'a pas su discuter des règles et de la régulation de l'organisation, avec toutes les dérives qui vont arriver bien à la fin. Et ça, le but du jeu, c'est d'intervenir bien en amont, avec notamment les violences organisationnelles ou les comportements déviants. Et on se rend bien compte que sous ce modèle qui peut paraître un peu archaïque, mais si on le décrypte un peu, si on essaye d'établir dès en amont des règles stables où on s'est mis d'accord avec bien sûr les règles dans le monde réel, quand tout se passe bien, ça doit se faire comme ça vis-à-vis de la charge réelle, de la charge prescrite, mais également les autres règles lorsqu'on est dans un contexte perturbé ou dans un mode de fonctionnement dégradé,
on a quand même pris la peine de définir collectivement les règles ensemble, de manière à ne pas arriver sur cette violence sociale ou cette violence organisationnelle. Alors bien sûr, il s'agit d'une proposition de modélisation, mais c'est un chercheur de l'INRS qui a proposé cette modélisation à mettre en avant. Et maintenant, on va pouvoir demander à Madame Patricia Ravz. J'ai du mal. Ah, Alors, votre micro est coupé. Alors, nous allons faire témoigner donc Patricia Traversaz, qui est DRH à l'hôpital Fourvière à Lyon. Et puis, après son témoignage, vous pouvez poser des questions, lui poser des questions, même pendant son témoignage, directement sur la zone questions-réponses. Et puis, après le témoignage, on vous présentera plus en détail qu'est-ce qu'est la charge de travail, de quoi parle-t-on, notamment dans ces 3 dimensions, et les outils, en fait. Mais c'était intéressant aussi d'avoir le témoignage avant de quelqu'un qui est en plus de votre secteur, pour pouvoir justement peut-être préciser vos questions et mieux vous faire approprier les éléments de repère après. Donc, Patricia, donc bonjour. Donc, merci d'avoir accepté de témoigner. Donc, première petite question, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité, vous, avec l'hôpital, vous engager dans une action autour de la charge de travail? Alors, on s'intéresse depuis de nombreuses années à l'hôpital, à la qualité de vie au travail, et on a beaucoup travaillé sur les organisations de travail, les plannings notamment, et puis tout ce qui était matériel. Alors, juste pour préciser, l'hôpital de Fourvière, c'est un hôpital privé à but non lucratif et c'est un hôpital exclusivement gériatrique. Donc, on a des lits de médecine, des lits de soins de suite et réadaptation, des lits du SLD, quelques places, 15 places d'accueil de jour et de l'hôpital de jour aussi bien en médecine qu'en SSR. Donc voilà, pour vous situer, en tout, on a 270 lits et places. Donc bon, en gériatrie, on sait qu'il y a beaucoup de manutention de patients, donc on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était formation à la manutention. On a au sein de l'hôpital un formateur en manutention et on a 2 formatrices PRAP. Donc on a beaucoup développé ça et on le fait toujours d'ailleurs. On a beaucoup investi aussi dans le matériel. Par exemple, toutes nos chambres sont équipées de rails au plafond et de lève-malades. Donc voilà, c'est une culture qui est assez prégnante, on va dire, dans l'établissement. Et puis, on a eu l'occasion en début 2016 de participer, et je me suis tout à fait retrouvée dans votre présentation, de participer à un cluster qui était organisé, qui était financé par l'ARS et qui était animé par l'ARACT Rhône-Alpes. Sur justement qui était tourné vers les établissements qui géraient des personnes âgées. Donc, il y avait 2 hôpitaux, il y avait 2 EHPAD, il y avait du soin à domicile. Donc, on a fait partie de ce cluster sur la QVT, en fait. Et on a travaillé, tout à l'heure, je reconnaissais votre Marguerite, et on a constitué un groupe de travail au sein de l'hôpital avec un peu tous les métiers représentés dans ce groupe de travail. Et on a non seulement écrit notre définition de ce que c'était pour nous, enfin de ce que c'était pour eux, les personnels, la qualité de vie au travail. Et effectivement, ce n'est pas le baby-foot ou voilà, c'est un peu ou la conciergerie ou des choses comme ça qui ressortent quelquefois quand on lit des articles sur la QVT. Mais c'est bien les conditions de travail, le matériel, le planning, le savoir-être en équipe et même en dehors de l'équipe, on va dire. Et du coup, ça nous a conduit à faire ce qu'on appelle un inventaire de tout ce qui faisait qualité de vie au travail à l'hôpital de Fourvière. Donc, on avait un très grand inventaire, on va dire. On avait finalement beaucoup de choses qui faisaient qualité de vie au travail, mais en creux, ça a permis aussi de faire ressortir ce qui, justement, ne faisait pas qualité de vie au travail et sur lequel il fallait qu'on travaille et qu'on améliore.
Et donc, il y avait donc différents thèmes. Il y en avait un sur la communication, notamment, sur comment mieux communiquer pour que tout le monde ait la même information au même moment. Et c'est compliqué au sein d'un hôpital quand on est ouvert nuit et jour, 365 jours sur 365 jours, d'être sûr que tout le monde ait bien eu l'information. On a travaillé là-dessus, mais c'était un peu difficile, en fait, même encore maintenant. Et puis, l'autre point qui ressortait, c'était de dire, effectivement, on prend pas en compte notre charge de travail. Et du coup, ça s'adressait surtout aux absents, quand il y avait des absents de dernière minute, parce que on a aussi une politique assez volontaire de remplacement des personnels absents. Donc, on essaye le plus possible quand un personnel est absent, mais que ce soit une absence imprévue, que ce soit une absence prévue, et même si c'est de la formation, ou enfin, quand la personne n'est pas là, plus d'une demi-journée, on essaye de le remplacer. Mais il s'avérait que certaines fois, un peu au dernier moment, on avait du mal à remplacer. Et on nous disait, oui, mais quand vous êtes d'astreinte ou le matin à 8 heures, quand il manque quelqu'un, en fait, quelquefois, vous prenez vous demandez à quelqu'un d'un autre service d'aller aider parce que vous voyez qu'il y a des lits vides dans le service, mais vous ne regardez pas la charge en soins. Et quelquefois, ce n'est pas parce qu'il y a 5 lits libres dans le service que la charge en soins est moins lourde que le service d'à côté où il n'y a peut-être que 2 lits libres et que du coup, ça, vous n'en tenez pas compte. Donc, on s'est dit, bon, il faut qu'on travaille sur cette charge en soins pour montrer que on tient compte, OK, des lits vides, mais qu'on tient compte aussi de la charge en soins dans les services. Donc, c'était un peu... Au début, on a tourné un peu autour du pot, on va dire. On ne savait pas trop comment mettre ça en place. Et puis, on a décidé de construire notre propre grille, parce qu'on avait trouvé sur des sites, on avait trouvé des modèles de charge en soins, mais qui ne nous correspondaient pas, parce que c'était plutôt quand il y a dans la chirurgie, ou donc nous, ce n'était pas du tout ça. Donc, du coup, on a décidé de construire notre propre grille de charge en soins. Donc, il y a un groupe de travail composé, alors là, exclusivement de soignants. Il y avait une cadre de santé, il y avait des infirmières, des aides-soignantes, des rééducateurs aussi qui ont participé à la construction de cette grille. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail ou pas de ce qu'on a mis comme item. On pourra peut-être y revenir après. Donc, il y a eu plusieurs séances de travail là-dessus. Sur comment construire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre, comment on pouvait évaluer. On est arrivé à un consensus dans le groupe. Donc, du coup, après, les membres du groupe qui avaient participé à cette construction sont allés dans chaque service pour présenter cette grille de charge en soins et comment elle était construite pour le faire valider à tout le monde. Il y a eu des petits ajustements de fait, notamment on s'est rendu compte que la grille elle avait été faite, elle correspondait plus au service de médecine nécessaire qu'au service de soins longue durée. Donc, on a adapté un peu notre grille pour les services de soins longue durée. Et puis, on l'a mis en place. Alors ça, pas de chance, on l'a mis en place fin février 2020, donc c'était vraiment pas la bonne date, on va dire. Mais bon, on l'a quand même mise en place. Donc, chaque service s'est emparé ou pas d'ailleurs de cette grille de charge en soins. On l'a évaluée au mois de septembre suivant. Et on a pris en compte les retours d'évaluation qu'on avait eus pour à nouveau l'améliorer. On l'a même simplifié un peu. Au début, on avait demandé à ce qu'elle soit remplie tous les jours. Alors, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais en fait, les soignants dans certains services n'étaient pas d'accord pour la remplir tous les jours. Donc, on a trouvé un compromis. On demande à ce qu'elle soit remplie au moins une fois par semaine et le vendredi. Pourquoi le vendredi ? Parce que le week-end, quand on est d'astreinte, moi, par exemple, au comité de direction, on est 6 à tourner sur une astreinte, on n'est pas forcément soignant. Donc, il faut qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose lorsqu'on n'arrive pas à remplacer quelqu'un pour éventuellement déplacer quelqu'un d'un autre service pour venir aider ou pour dire, non, là, je n'ai pas trouvé de remplacement, mais bon, vous pouvez vous débrouiller avec l'effectif des forces en présence, puisque vous avez telle charge en soins, donc ça peut être compatible avec
avec un petit sous-effectif ou pas, enfin voilà, ou pour trouver de l'aide mais ponctuelle, enfin en tout cas, on s'arrange avec cette grille de charge en soins. Voilà. Alors dans la durée, c'est vrai qu'il faut relativement souvent rappeler aux cadres de santé et aux équipes qu'il faut remplir cette grille de charge en soins parce qu'elle n'est pas toujours remplie. Mais du coup, si elle n'est pas remplie, ben, on va dire quelque part, c'est tant pis pour eux si au moment de remplacer, on va plutôt regarder les lits vides que la charge en soi. Voilà un peu le pourquoi, comment on a mis en place cette grille et comment on l'a expérimentée. Et donc là, alors c'est vrai que le Covid, c'est un peu comment, qu'est-ce que je pourrais, enfin, ça n'a pas été très bien suivi. On l'a relancé là depuis le début d'année. Et là, on a prévu sur cette fin d'année de refaire un tour dans tous les services pour réexpliquer vraiment le fonctionnement, pour revoir ce qui peut bloquer, ce qui fait que certains services la remplissent tout le temps et d'autres beaucoup moins souvent. Donc, on a prévu de refaire un tour d'évaluation, on va dire, en se déplaçant dans les services. D'accord. C'est intéressant aussi ce passage-là vers de l'évaluation. En fait, ça rejoint dans le concept de QVT. On vous a dit tout à l'heure que c'était important d'expérimenter dans les différents leviers de QVT, de pouvoir discuter, de pouvoir organiser globalement les choses et de pouvoir expérimenter des changements, des nouveautés. Et qui dit expérimentation dit aussi retour d'expérience et évaluation de ce qui a pu marcher ou pas. Et on se permet soit de revenir en arrière si on estime que le système qui a été mis en place, il n'est pas adapté, soit de l'ajuster parce qu'avec l'expérimentation, on se rend compte qu'il y a des choses effectivement à préciser. Et pour ça, il faut effectivement d'évaluer le dispositif. Et donc, et ça fait partie en fait de l'apprentissage, ça fait partie on va dire, du risque de faire un changement et de proposer un changement, mais c'est aussi comme ça aussi qu'on ajuste au fur et à mesure une organisation de travail au plus près de la réalité et des besoins des travailleurs. C'est intéressant. Et puis là, vous donnez l'exemple du Covid, effectivement, comme un gros aléa extérieur qui et qui a fait que ça a un peu perturbé toutes les pratiques et tous les… Oui, puis alors aujourd'hui, comme la plupart des établissements de santé, je pense, on se retrouve confronté à un manque d'effectifs, en tout cas en CDI, parce qu'en CDD, en intérim, on trouve. Et du coup, c'est aussi le petit grain de sable qui fait qu'on va nous dire, ah ben non, on n'a pas déjà… S'il y a des infirmières intérimaires dans le service, ce qui peut arriver, elles ne connaissent pas la grille de charge en soins, donc c'est sûr qu'elles vont pas solliciter les aides-soignantes pour la remplir, parce que c'est plutôt du coup les infirmières avec les aides-soignantes qui remplissent cette grille. Donc bon, voilà, la charge en soins ne va pas être évaluée. Et puis aussi parce que du coup, les personnels en CDI, ils se retrouvent finalement à devoir faire plus que leur travail habituel, puisqu'il faut qu'ils prennent en charge toutes les tâches transversales qui ne sont pas forcément dans le soin, mais qui doivent se faire tous les jours pour que le service tourne, on va dire. Donc, c'est vrai que ça complique la tâche. Là. Depuis quelques mois, on sent que c'est plus compliqué. En tout cas, ça suppose de se reposer la question effectivement sur l'outil en lui-même. Est-ce qu'il faut l'ajuster? Est-ce qu'il faut l'utiliser autrement, effectivement, en prenant en compte ce contexte-là en termes d'effectifs et de repérage des différents types de tâches. Après, logiquement, ça devrait être aussi au cadre de santé de s'assurer que c'est fait et du coup, quand il y a une infirmière intérimaire, de prendre la main dessus. Mais c'est vrai que bon, elles ne le font pas systématiquement non plus parce que ce n'est pas dans leur tâche habituelle, on va dire, ou parce qu'elles sont prises par d'autres tâches, en fait. On a une question dans la zone de questions-réponses. Si je comprends, le questionnaire d'évaluation était à compléter en permanence. Donc, c'est la question. Peut-on imaginer qu'elle soit utilisée par intermittence en lien avec effectivement le manque de personnel ou des charges lourdes? Alors, oui et non, parce que en fait, alors comme je vous dis, nous, comme on a une politique de remplacement très
très forte. Enfin, on essaye de remplacer, même en ce moment, on doit remplacer à 92% les absences, donc c'est plutôt bien. Habituellement, on est à 98%, mais là, on est un peu moins. Donc, c'est vraiment sur les absences de dernière minute, et du coup, c'est surtout l'astreinte qui est concernée. C'est que si on ne trouve pas de remplaçant, on se dit, bon, ben, comment on peut gérer autrement? Est-ce qu'on peut éventuellement, est-ce que l'effectif présent suffit? Est-ce qu'il faut qu'on aille chercher dans un autre service? Ou est-ce qu'il faut qu'on organise avec plusieurs autres services pour qu'ils s'entraident entre eux? Et du coup, il faut que cette grille soit remplie, parce que si elle n'est pas remplie, on peut pas, on n'a pas de visu de tous les services. Enfin, déjà, dans les personnes d'astreinte, la directrice des soins est d'astreinte, donc elle peut avoir une visu éventuellement, enfin, elle peut se rendre compte de la charge en soi. Moi qui suis DRH, si l'infirmière me dit j'ai autant de temps, enfin, je ne sais pas combien de temps ça lui prend, je ne connais pas les soins techniques, si c'est lourd, pas lourd, si c'est. Donc, et puis il y a aussi la DAF qui est d'astreinte, il y a le directeur des services informatiques, ils sont encore moins compétents que moi, je veux dire, parce qu'encore moi je rencontre souvent les personnels, donc j'ai une idée, je me fais une idée de leur travail, mais c'est une idée, je suis pas dans je suis dans le travail prescrit, je suis pas dans le travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je suis pas dans le travail réalisé, donc voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse avoir des outils pour se dire bon ben là non, je peux pas laisser le service avec un absent et qu'est-ce que je fais pour comment on s'organise pour leur venir en aide. Bon, alors après, on peut aussi attendre à l'arrivée de la cadre de santé le matin, mais par exemple, le samedi et le dimanche, la cadre de santé, elle n'est pas là. Donc, comment on organise les soins pour que. Voilà, c'est surtout ça. Et en fait, si. Attendez, je suis en train de regarder. Je voulais regarder si je pouvais vous dire les évaluations, si j'ouvre mon dossier, s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, par exemple. Dans les évaluations, on a pris par les soins. Dans les soins, on a mis par exemple la toilette et il y a 3 niveaux de soins. Donc, aide partielle, aide totale simple, aide totale complexe, où il faut être par exemple 2 soignants et avoir des aides techniques. Donc ça nous donne une cotation en fait. Et on met le nombre de patients concernés et après la cotation multipliée par le nombre de patients concernés, ça donne des points. Et puis tout ça s'additionne. Donc après, il y a aussi l'alimentation, aide partielle à quelqu'un à installer, à stimuler, solliciter et surveiller parce qu'il y a des risques de fausse route et aide totale, là, pareil, ça nous donne des points. Toujours pareil, le nombre de patients qui sont concernés dans le service. La continence, alors aide partielle, demande de bassin, aide partielle à accompagner aux toilettes avec transfert et incontinence totale avec change. Donc là, ça donne aussi, voilà. Il y a les troubles du comportement, les symptômes psychocomportementaux bruyants, donc modérés ou simples, tout ce qui est troubles de l'anxiété, etc. Opposition aux soins, déambulation, demande incessante, et puis agressivité, violence, opposition majeure, fugue. Puis après, il y a ce qui concerne les effectifs paramédicaux. Donc, est-ce qu'ils sont complet, enfin, est-ce que tous les effectifs sont présents ou est-ce qu'il y a des nouveaux, des remplaçants, des intérimaires? Est-ce qu'il y a un absent dans le service, quel que soit le métier, ou est-ce qu'il y a 2 absents ou plus dans le service? Donc ça aussi, ça donne des points. Après, on prend en compte à l'inverse le nombre de lits vides, le nombre de mouvements du service, combien il y a d'entrées, combien il y a de sorties, combien il y a de décès éventuellement, ou s'il y a des patients qui changent de chambre ou qui changent de service. Le nombre de préparations, d'examens et de consultations, et le nombre de soins infirmiers complexes, transfusion, pansement de plus de 30 minutes, pose de sonde à la demeure et gestion des… Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, des VVC, mais certainement que autour de l'Assemblée, il y a des gens qui sauront ce que c'est. Donc voilà, tout ça, ça nous donne un total de points par service. Et après, nous, quand on est d'astreinte, alors nous, on ne voit pas tout ça, mais on a un récap des points. Et donc, plus il y a de points, plus ça veut dire que la charge en soi est élevée. Très bien. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans la zone questions-réponses. Patricia est encore avec nous pour quelques minutes. Par rapport à cet outil que vous avez expérimenté, donc on a bien vu que
face à certains aléas, effectivement, il est plus ou moins utilisé ou mis un petit peu plus en retrait. Mais globalement, on voit bien qu'il n'y a pas, on va en parler après, c'est que sur la charge de travail, il faut utiliser plusieurs méthodes. C'est plusieurs méthodes, plusieurs outils qui font qu'à un moment, on arrive à tenir un petit peu cette charge de travail et à réagir au mieux à tout ça. On va en parler après des différentes méthodes. Vous, de votre côté, Patricia, qu'est-ce que vous pourriez dire, conseiller à ceux qui pensent vraiment qu'il y a un vrai sujet dans leur structure et qui veulent vraiment se pencher sur le dossier? Bah, moi, je crois qu'effectivement, c'est un vrai sujet, hein, parce que nous, c'est remonté assez souvent avant qu'on travaille sur cette grille. Donc, on avait conscience que c'était un sujet, mais c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment l'aborder. On demandait au cadre de santé, mais bon, on le voit bien c'est pas toujours partagé. Il y en a qui nous disent non, mais aujourd'hui ça va, on n'a pas une charge en soins trop forte, et puis une autre personne du service va nous dire l'inverse. Donc du coup, là, ça permet quand même d'être assez factuel finalement et de dire mais cette grille, vous l'avez remplie ensemble. Donc, vous ne pouvez pas nous dire que ce n'est pas vrai ou que, nous, on le prend en compte. Et puis, ce que me disent les cadres de santé, quand même, qu'ils le font régulièrement, qu'ils la remplissent régulièrement, cette grille, c'est que du coup, elles le remplissent au moment de la relève, celles qui la remplissent tous les jours, parce qu'il y en a qui le font tous les jours, ou même ne serait-ce qu'une fois par semaine. Ce qu'elles disent, c'est que c'est aussi finalement l'occasion de parler des patients et d'échanger sur la perception qu'on a de la prise en soin du patient et de la charge qui peut… et du coup, voilà, ça ouvre des discussions entre les soignants sur le patient. Donc, c'est intéressant aussi dans le service, entre elles, en fait, de pouvoir parler de ce patient de façon peut-être plus objective, je ne sais pas, mais en tout cas, d'avoir cet échange au sein de l'équipe. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est effectivement, nous, c'est ce à quoi on croit. Dès lors qu'on propose un outil pour pouvoir objectiver une difficulté du travail, une charge de travail ou un risque au travail, peu importe, dès lors qu'on propose un outil, c'est surtout pour nous un prétexte à la discussion. C'est-à-dire que l'outil en lui-même, il ne peut pas être parfait, aucun outil ne peut être parfait, aucun outil de travail, aucun outil de régulation ne peut pas être parfait parce qu'il ne peut pas couvrir l'ensemble de la réalité du travail, comme on vous a expliqué, de ces fameux décalages entre le travail prescrit et le travail réel. Et donc, en fait, l'important, c'est de pouvoir avoir des moments et des occasions de discuter de ces représentations. Vous le dites très bien, effectivement, et de comprendre pourquoi, effectivement, on ne va pas avoir la même perception de ce qu'est du bon travail. Si on revient à nos critères de travail bien fait dont on vous a parlé au début, on peut avoir des perceptions différentes de c'est quoi le travail bien fait selon à quel niveau on se situe, ou même au sein d'un même cœur de métier, on peut avoir des perceptions complètement différentes. Et ça se voit aussi beaucoup dans votre secteur, hein, sur le soin. Et puis, ça permet de discuter sur des représentations autour de ce qui fait ressenti de charge de travail. On vous en parlera après, mais la charge de travail, il y a la charge de travail prescrite, et la charge de travail réelle et la charge de travail ressentie. Et donc, on peut avoir des ressentis très différents et très individuels de la charge de travail. Et donc, c'est l'occasion de se causer entre nous pour mieux se comprendre aussi et mieux comprendre pourquoi des fois, on va avoir des pratiques aussi de travail et des gestes professionnels qui peuvent être différents parce qu'on ne ressent pas les choses de la même manière. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est normal, on n'est pas des robots, on est des humains. Donc, ce n'est pas grave d'avoir des différences de perception. Le tout, c'est de pouvoir se les dire et à un moment trouver, quand il faut, des compromis pour justement, en partant d'une discussion claire et de représentation vraiment posée, on trouve le compromis pour pouvoir quand même se mettre d'accord sur une règle et un commun, en fait. Donc, et la charge de travail, c'est un bon terrain de jeu pour ça. On a des questions aussi avant de vous laisser, Patricia, sur la grille qui, a priori, semble intéressante et savoir si vous pouviez la partager. Écoutez, pourquoi pas? Je vais quand même poser la question au groupe de travail qui l'a créé. Mais pourquoi pas? Enfin, moi, je n'y suis pas opposée. Je leur poserai la question. D'accord. Ben, on en reparle après le webinaire et puis on l'enverra
voilà, soit à tout le monde, soit au monsieur qui a demandé, on va en reparler ensemble. Et donc, on a une autre question. Des travaux ont-ils été menés dans le domaine de la psychiatrie où la charge de travail n'est pas rattachable à des soins directs? Je ne travaille pas en psychiatrie, donc je ne peux pas répondre. Enfin, on a, chez les personnes âgées, bien sûr, on a un UHR et un UCC et un accueil de jour. Donc là, c'est des personnes, mais ils ont, en général, comme on a un hôpital gériatrique, ils ont en plus d'autres pathologies que leur. Donc, on a tenu en compte, c'est ce qu'on a appelé les troubles du comportement, les syndromes psychocomportementaux. On en a tenu compte dans la grille de charge en soins. Mais après, ce n'est pas propre à la psychiatrie. Alors, peut-être pour donner des éléments de réponse à la personne qui a posé cette question, je fais un peu la différence entre, par exemple, le secteur industriel et le secteur des services. Le secteur industriel, où c'est très facile de quantifier la charge de travail parce qu'on est vraiment sur des normes très quantitatives, numériques, avec des choses bien normées et effectivement des tâches bien cadrées, des tâches bien calculées, bien timées, et les secteurs de services où on est plus sur d'évaluation qualitative. Ou alors, si on est sur du quantitatif, ça va être, on sait très bien qu'il y a des marges, en fait, on peut estimer que pour, je sais pas, quelqu'un qui travaille à la poste, il doit avoir une moyenne de 10 minutes ou 5 minutes par client, par exemple, et on sait très bien qu'il y a une marge. Ça peut être plus ou moins 5 ou 10 minutes selon la nature de la demande. Donc, je fais un peu ce parallèle-là par rapport à la question en me disant qu'effectivement, il y a des soins directs avec des tâches très normées parce qu'on est sur du geste professionnel très concret, et puis de l'accompagnement de bénéficiaires, d'usagers, de patients, peu importe, où c'est plus compliqué de quantifier les choses. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de charge de travail, on doit avoir une approche quantitative, mais aussi une approche qualitative. Et donc, c'est plutôt facile de quantifier la charge de travail. Le plus dur, c'est de la qualifier et de la caractériser. Et comme on le disait au début, c'est pour ça que c'est un sujet assez complexe à aborder, parce qu'au-delà de la quantification, il faut pouvoir aussi repérer ce qui fait charge de travail ou ce qui fait levier, justement, ou ressources de travail. Et pouvoir caractériser tout ça pour partager ces représentations et pouvoir mesurer à quel moment on est en débordement ou à quel moment on a encore des marges de souplesse. Peut-être par rapport à cette question, on va poursuivre la présentation du concept de charge de travail et peut-être que ça vous donnera des éléments de réponse complémentaires. Patricia, je pense que vous avez une autre contrainte. Oui, je vais vous laisser. Merci. Et puis, on se rappelle pour la grille. Je vais voir avec les participants. Ouais, on a 2 personnes, effectivement, qui seraient intéressées. Donc, oui, d'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Donc, nous allons poursuivre maintenant. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet de la charge de travail. Et on se pose la question, parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, la charge de travail, effectivement, liée à des contextes internes et externes. Ça devient un sujet, comme je le disais tout à l'heure, qui commence à être pris beaucoup plus en charge par les directions au-delà des seules occasions de négociation ou de régulation. Donc, un sujet qui commence à vraiment être pris plus en anticipation. Mais pour autant, est-ce que c'est un sujet nouveau? Est-ce que c'est un sujet récent? Alors, effectivement, ce n'est pas un sujet nouveau. Nous, on pourrait remonter très, très loin, mais on est remonté à la révolution industrielle, alors avant la révolution industrielle, c'était très simple. Les personnes qui travaillaient étaient aussi majoritairement propriétaires de leur travail, c'est-à-dire on avait des artisans, on avait des agriculteurs qui étaient propriétaires de leur outil de travail et de leur travail, et qui, de fait, concevaient le travail et produisaient le travail et jouissaient des résultats de leur travail, en fait. Avec la révolution industrielle et l'organisation justement du secteur, on a eu une séparation des sphères entre ceux qui sont propriétaires du travail, ceux qui conçoivent le travail et ceux qui font le travail. Donc, vous avez tous entendu parler de Taylor, qui est un peu le représentant de cette nouvelle organisation de travail. Et ce qui fait qu'avec la révolution industrielle, il a fallu recruter beaucoup plus de travailleurs dans les secteurs de l'industrie pour justement pouvoir produire. Et on a été beaucoup plus nombreux à travailler sous une forme d'organisation du travail nouvelle, avec
justement cette séparation horizontale et verticale, donc verticale du travail et horizontale sur une même chaîne de gestion, une même chaîne de travail. Et donc, ce qui fait que la charge de travail, le concept de charge de travail a commencé à apparaître à ce moment-là, parce qu'on était plus nombreux à faire du travail. Donc, à un moment, il a fallu organiser le travail et donc réguler, répartir les charges de travail. Et cette séparation, en fait, entre ceux qui sont propriétaires du travail, ceux qui conçoivent le travail et ceux qui réalisent le travail, elle a commencé à faire, comment dire, à mettre dans les discussions autour de la charge de travail des représentations différentes, parce que évidemment que quand on est en charge de concevoir le travail, donc au niveau de l'ingénierie du travail, on va dire, on ne va pas percevoir les mêmes choses que ceux qui font le travail, en fait, les opérateurs, en fait. Et ça vaut pour tous les secteurs, hein. Et donc, en fait, on a des prismes différents selon à quel niveau on se situe. Et donc, quelqu'un qui va concevoir, penser le travail, il va le penser avec son prisme à lui, mais il ne peut pas prendre en compte toute la réalité du travail parce qu'il n'est pas sur le terrain de travail. Alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'idée de dire qu'il faut qu'ils soient tous sur le terrain, mais c'est là où commencent justement les distorsions, enfin les dissensions en tout cas sur la charge de travail. C'est dès lors que ces deux niveaux-là, entre ceux qui conçoivent, organisent le travail et ceux qui font, ne communiquent pas ensemble et qui font que chacun va avoir une vision avec ses propres lunettes de ce qu'est le travail et ce qu'est de fait la charge de travail, ce qu'elle représente et comment il faut la réguler. Et donc, nous, on prône vraiment de pouvoir discuter entre les niveaux, les niveaux hiérarchiques en fait, du travail pour pouvoir faire en sorte de proposer des systèmes d'organisation du travail et donc de régulation de la charge de travail qui soient adaptés au réel du travail. Et donc, on a repris rapidement aussi les évolutions contemporaines dans votre secteur avec cette nécessité de maîtriser les coûts de gestion aussi, qui est apparue et qui a fait qu'il y a eu une nouvelle organisation du travail, des nouveaux outils de reporting du travail, de régulation de la charge de travail, où on peut parler de gestionnarisation un peu de l'organisation du travail. Et en fait, on a vu apparaître, que ce soit dans votre secteur ou ailleurs, justement, accentuer ce fossé entre ceux qui gèrent et qui organisent le travail et ceux qui font le travail. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas maîtriser les coûts de gestion. Évidemment qu'il faut maîtriser les coûts de gestion. Évidemment qu'il faut qu'il y ait des personnes qui conçoivent et qui organisent et qui quantifient justement le travail. Mais encore une fois, nous, ce qu'on prône et ce qu'on observe dans les bonnes pratiques managériales, c'est de pouvoir que ces outils-là de reporting, de calcul des coûts, puissent prendre en compte aussi la réalité du travail et qu'il y ait ces fameux espaces de discussion entre les différents niveaux du travail pour justement pouvoir ajuster les outils et non pas uniquement mettre un chiffre dans une case, mais aussi pouvoir faire parler le chiffre en fait. C'est-à-dire qu'il y a le chiffre et après, il y a ce que le chiffre veut dire et il y a la souplesse aussi qui est laissée à l'organisation du travail qui fait que pour faire du travail de qualité, ce n'est pas 10 minutes qu'il faut pour une toilette, par exemple. Ça peut être 5 minutes parfois et parfois ça peut être 20 minutes. Peu importe s'il faut mettre 10 minutes dans une case, on met 10 minutes dans une case, mais on sait, nous, en tant que manager ou en tant que concepteur du travail, on sait très bien qu'il y a une marge en fait. Et donc, pouvoir juste se dire ça, c'est déjà important. Pouvoir se dire, oui, on est conscient qu'il y a des marges, qu'il y a des souplesses, tout ça, et ne pas justement être attaché uniquement à la maîtrise des coûts de gestion. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire passer dans la limite de ce qui est possible, évidemment. Et donc, en fait, la charge de travail, c'est surtout avec les évolutions contemporaines du travail qu'elle est devenue un vrai sujet parce qu'elle est liée surtout à une approche des risques, de la prévention des risques, notamment des risques psychosociaux, et donc à une obligation de l'employeur de prévenir ces risques-là. Donc, elle est beaucoup rattachée à une question d'intensification du travail, d'exigence émotionnelle, d'intensité émotionnelle, liée aussi à des évolutions contextuelles en termes de développement des concurrences, de transformation permanente, d'exigences plus accrues aussi de la patientèle ou des usagers ou des clients dans le privé. Et donc, avec des évolutions aussi numériques un peu permanentes qui fait que
on a des outils à utiliser et qui changent tous les 4 matins et des réglementations qui changent tous les 4 matins, des process qui s'adaptent aussi aux réglementations et les outils qui changent tous les 4 matins. Tout ça fait qu'on a un sentiment de charge de travail qui est plus important qu'avant. Pour autant, on n'a pas, dans certains secteurs, il y a des recherches qui montrent qu'il n'y a pas plus de travail, en fait. C'est qu'il y a aussi une intensité du travail en termes de rythme qui est plus important, en fait. Et ça, cette intensité, elle est compliquée à quantifier et à caractériser. Mais c'est tout ça, c'est tout justement le sujet de la charge de travail, c'est de pouvoir caractériser l'intensité du travail, l'intensité de la charge de travail et ce fameux ressenti de charge de travail et de complexité du travail, parce que ça change en permanence, parce qu'il y a des aléas en permanence et que le prescrit ne peut jamais être fait comme prévu et qu'on est toujours sur de l'adaptation, en fait. Donc voilà, donc d'où la difficulté vraiment de mesurer la charge de travail et le fait aussi qu'elle doit être régulée dans un processus permanent, quels que soient les outils. Vous avez vu l'exemple de Patricia qui a utilisé, qui a expérimenté un outil. On voit bien qu'il faudrait peut-être ajuster l'outil là en fonction des différents aléas ou de l'évolution du contexte. Donc, c'est un peu un travail en permanence à faire pour pouvoir discuter ensemble de ce sujet-là. Et donc, quand on parle de charge de travail, on en a déjà un peu parlé, d'une sorte de balance entre les contraintes de l'entreprise par rapport aux moyens dont elle dispose. Donc, imaginez vraiment une balance qui fait un équilibre entre les contraintes que j'ai pour faire mon travail et les moyens que j'ai pour faire mon travail. Et cette balance, il faut qu'elle soit globalement équilibrée. Si elle est déséquilibrée de manière permanente dans le temps, forcément, ça va provoquer des risques sur la santé mentale. Si, par contre, elle est sous-équilibrée, on peut parler aussi de sous-charge de travail, ce qui vous concerne quand même beaucoup moins dans votre secteur. Et donc, elle se traduit quantitativement et qualitativement, encore une fois. Ce n'est pas tout de s'assurer que telle personne a le même nombre d'actes à faire que telle autre personne, que son collègue. C'est aussi quels sont les outils, les moyens qu'on leur donne pour pouvoir faire du travail de qualité et pas avoir ce sentiment de complexité du travail parce que l'outil n'est pas adapté, parce que les locaux ne sont pas adaptés, parce qu'effectivement, on sait très bien qu'il va y avoir un départ d'une collègue et qu'on n'a même pas encore anticipé le départ, on n'en a pas parlé. Donc, tout ça qui vient, comment à la fois on arrive à quantifier la charge de travail et à la caractériser, à la qualifier en termes de sentiment de charge de travail aussi. Donc, réguler la charge de travail, c'est vraiment rendre compatible ces fameuses contraintes et ces fameuses ressources en permanence dans un processus continu. Donc, on va parler de charge physique, on va parler de charge cognitive et de charge psychique, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ressenti de charge de travail aussi, même s'il y a une réalité aussi de la charge de travail, mais aussi une réalité dans le ressenti de la charge de travail, parce que, encore une fois, la complexité du travail, le travail est devenu tellement complexe à faire que c'est la charge mentale ou la charge cognitive, c'est-à-dire que le cerveau est sollicité en permanence pour gérer des tas d'informations différentes, parfois contradictoires, qui fait qu'on a encore une fois ce sentiment de charge en permanence qui peut aller jusqu'à la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge psychique, c'est-à-dire devoir prendre aussi sur soi pour pouvoir continuer à faire son travail et à pouvoir surtout continuer à faire du bon travail malgré la charge cognitive qu'on peut avoir. On a beaucoup de, on va dire, le sujet de la charge de travail, il est souvent pris en termes d'idées reçues sous l'angle de la psychologisation ou de la personnalisation. Je vous donne un exemple, par exemple, c'est de dire oui, mais je ne comprends pas parce que deux collègues ont la même charge de travail quantitativement parlant, mais il y en a une qui fait plus que l'autre ou il y en a une qui est tout le temps fatiguée. On a tendance à avoir parfois des représentations très simplistes ou des analyses très simplistes de la charge de travail. Et il faut vraiment réussir à sortir de cette psychologisation, de cette personnalisation de la charge de travail pour aller vraiment sur une analyse du travail et de l'organisation du travail. Parce que peut-être que sur ces deux collègues qui font a priori le même travail mais qui ne font pas au même rythme, peut-être qu'il y a des choses qui s'expliquent en termes d'historique, en termes de capacité cognitive des personnes, en termes de capacité physique des personnes, en termes de capacité de compréhension des processus, où il peut y avoir plein d'explications qui fait que pourquoi à un moment, effectivement, on peut avoir des différences alors qu'a priori, on a régulé de la même manière les charges de travail.
Donc, voilà, éviter l'écueil de la psychologisation ou de l'analyse un peu rapide, en fait, et individuelle de la charge de travail pour aller encore une fois sur une analyse organisationnelle et collective. Et puis, éviter l'écueil aussi de la simple mesure, en fait, et de la standardisation en disant que si telle personne, elle arrive à faire tel nombre d'actes, on va coller tout le monde sur le même objectif, en fait, quantitatif. Parce que non, on est tous des humains, on n'est pas des robots, on n'est pas tous capables à tous les moments de notre vie de faire exactement la même charge de travail en fait que le collègue qui en fait le plus en fait. Et d'ailleurs, le collègue qui en fait le plus, est-ce que c'est bien qu'il en fasse autant? Donc voilà, éviter vraiment cette standardisation parce qu'on est tous un peu différents. C'est pour ça que le sujet est assez complexe à prendre en charge, mais qui nécessite une discussion un peu en continu et une régulation en continu. Donc, on en a déjà parlé. Donc, vous commencez déjà à voir ces 3 dimensions un peu de la charge de travail. Tout comme on a le travail prescrit et le travail réel, on a la charge prescrite qui est dans les process, les fiches de poste, les normes, ce qu'on attend vraiment de la personne. On a la charge réelle, ce qu'on fait concrètement avec tous les aléas, les variabilités, les absents prévus, les absents non prévus, l'outil, le matériel qui est en panne, les travaux en cours qui font qu'on est obligé de passer par un autre couloir pour aller faire notre travail. Bon, bref, tout ce qui est la réalité. Donc là, déjà, vous allez avoir une différence entre le prescrit et le réel. Et après, il y a le ressenti. Comment on vit chacun la charge et comment on ressent la charge qui va plus ou moins nous mettre en difficulté. Donc là, sur le ressenti, on est vraiment sur une perception individuelle qui est réelle, mais ce n'est pas parce que c'est individuel et subjectif qu'on ne doit pas la mettre en visibilité et la discuter. Et elle peut être différente vraiment d'une personne à l'autre, même à tâche identique et à fiche de poste identique. Mais tout est dans l'intérêt de pouvoir en discuter pour pouvoir justement partager les représentations et mieux comprendre et pour mieux réguler et adapter le travail. Donc là, on vous a remis un modèle pour vous caractériser autrement la différence entre la charge prescrite et la charge réelle, entre ce qu'on me demande de faire, ce que je fais réellement et comment je vis mon travail. Et comment, si je juge l'équilibre en fait entre ma contribution et la rétribution, c'est-à-dire la contribution que je donne, l'investissement que je donne au travail et comment je suis reconnue, et pas que financièrement, globalement. Et chacun va faire un peu des stratégies en fait de positionnement pour équilibrer sa propre balance entre ressources et contraintes pour aussi se préserver. Et à un moment, quand quelqu'un fait un choix d'équilibrer sa balance, c'est aussi pour se préserver, pour éviter de s'user mentalement, en fait. Donc, et ça peut expliquer aussi des différences de réalité dans la charge de travail et de réalité effective aussi, parce que chacun, on a tous des stratégies de préservation plus ou moins conscientes pour justement éviter de sombrer. En fait, si l'organisation ne nous propose pas d'équilibrer notre balance, on va le faire soi-même, en fait. Donc voilà, donc là, on revient sur cette fameuse balance contrainte ressources qui peuvent avoir des impacts négatifs ou positifs sur la charge de travail par rapport à tous les aléas et de l'activité qui peuvent arriver au quotidien et qui arrivent au quotidien parce que c'est juste inhérent au travail. Et donc, une charge de travail qui n'est pas adaptée, ces facteurs de risque professionnel, on en a parlé, notamment avec cette hypersollicitation mentale, physique, voire les deux, qui fait qu'à un moment, ces risques de déconcentration, de mauvaise qualité aussi dans l'acte professionnel, donc de dégradation de la qualité du travail, de la performance, de la qualité des services, donc de plaintes aussi plus grandes. Et donc, ça peut aussi provoquer, parce qu'on va être moins vigilant globalement, si on est sursollicité, ça peut aussi provoquer plus d'accidents du travail par justement manque de concentration. Et puis des troubles un peu plus pathologiques de type des troubles psychiques, du stress jusqu'à l'épuisement professionnel de type burn-out. Là encore, on a l'opposé du burn-out qui est le bore-out, des gens qui n'ont pas assez de charge de travail et qui s'ennuient et qui ont l'impression d'être inutiles. Et il faut savoir que le bore-out, on n'en parle pas parce que ce n'est pas bien de dire qu'on n'a pas assez de travail, mais ça ne se fait pas, on va dire, mais c'est que ça détériore la santé mentale de beaucoup de travailleurs et on commence à en entendre parler de plus en plus, mais c'est un vrai sujet de santé aussi au travail, le bore-out. Je fais une petite pause parce que je pense qu'il y a des questions, Gillian. Est-ce que... Auquel on allait répondre vis-à-vis de la charge prescrite est-elle uniquement décrite dans une fiche de poste réajustable certainement? D'accord. Alors,
Majoritairement, effectivement, c'est ce qu'on entend vis-à-vis de la charge prescrite telle que écrite dans la fiche de poste. On pourrait se dire que plus on va détailler la fiche de poste, plus justement on va pouvoir s'approcher du travail réel. Du coup, il y a une partie de réalité. Mais dans ce cas, si la fiche de poste va effectivement essayer de s'approprier le travail réel avec tous ces aléas, ces contraintes, ces changements de logiciel, ces manquements dans les effectifs, cette adaptation en fonction du patient qu'on va retrouver en face de soi, cette fiche de poste, elle va faire plusieurs pages. Et effectivement, on s'appuie sur la fiche de poste comme étant représentative de la charge prescrite, mais il va y avoir une adaptation à l'échelle personnelle qui va être, elle, difficilement quantifiable. La charge prescrite peut être aussi décrite dans des process de travail, dans des tableaux de reporting, des tableaux de gestion. En fait, c'est tout ce qui est la charge prescrite, c'est tout ce qui est à un moment comment on a caractérisé et quantifié le travail que le travailleur est censé faire, en fait, malgré les aléas, malgré tout ça. Donc, ça peut se... Mais on donnera des exemples après. Il n'y a pas que la fiche de poste qui décrit la charge prescrite. Voilà, ça peut être aussi plein d'autres outils qui sont complémentaires après aux autres outils d'identification de la charge de travail qu'on va continuer de vous présenter. Donc là, on vous a mis un petit panorama des différents facteurs qui vont influencer positivement ou négativement sur la charge de travail. Et donc, vous voyez que c'est que des exemples, hein, mais il y en a d'autres, qu'on va à la fois toucher à des questions de changement, de projet, de relations interpersonnelles, de reconnaissance, de gestion des urgences, de gestion du temps, de polyvalence, d'adéquation des postes. En fait, tout ça, ce sont des facteurs sur lesquels vous pouvez vous reposer pour justement caractériser, identifier la charge de travail et ses effets sur le sentiment de qualité de vie au travail. Mais c'est aussi des choses sur lesquelles vous pouvez alors vous reposer, mais aussi agir en prévention, justement. Et encore une fois, il faut vraiment se dire que si vous agissez sur un endroit, vous agissez sur l'autre sans vous en rendre compte, en fait. C'est vraiment systémique. C'est l'avantage de la charge de travail, c'est que c'est vraiment systémique. Donc, des fois, on peut avoir l'impression de dire non, c'est trop gros, on ne sait pas par où commencer, par où prendre le truc. Commencez déjà par gérer, par exemple, vous organiser pour gérer les urgences, ou vous organiser pour développer la polyvalence, ou vous organiser pour mieux anticiper les départs, par exemple, ou mieux accompagner les nouveaux, par exemple, et mieux anticiper les charges de travail liées au turnover. Bon, peu importe, en fait, sachez qu'à partir du moment où vous vous mettez en mouvement, en fait, pour agir sur un petit levier, en fait, ça va agir sur les autres. Donc, il nous reste 10 minutes. On est dans les temps pour pouvoir vous parler de quelques outils pour repérer, analyser et réguler la charge de travail. Donc, on a 3 niveaux de régulation de la charge de travail. On a tout ce qui permet de prévoir la charge de travail, donc de la planifier, d'anticiper dès lors qu'on sait qu'il va y avoir un changement, qu'il va y avoir une modification à faire, une modification réglementaire, une modification de process, un départ, une arrivée, voilà, une crise Covid, on ne peut pas la prévoir, mais les 3/4 du temps, on peut quand même prévoir les changements. Et donc, tout ce qui est outil qui permet de prévoir et d'anticiper la charge de travail, c'est le premier niveau de régulation. Après, on a le deuxième niveau, c'est tout ce qui permet de suivre, de connaître la charge réelle des salariés, parce que globalement, on a tous des outils pour la charge prescrite, on a tous des fiches de poste, on a tous plus ou moins des indicateurs qui nous permettent de savoir à peu près quelle est la charge prescrite. Sur la charge réelle, un peu moins, en fait. Et donc, tout ce qui est outil qui permet de suivre et d'évaluer la charge réelle des salariés doit aussi pouvoir être mis en place. Et le troisième niveau de régulation, c'est tout ce qui permet de prioriser, de reporter et d'ajuster la charge réelle en fonction justement des difficultés, des aléas, des changements et de pouvoir en discuter collectivement. Donc tout ça sur ces 3 niveaux de régulation, planifier, anticiper, suivre, évaluer et ajuster, adapter, c'est vraiment, on voit bien le système de la boucle en fait du processus continu qui fait que la régulation de la charge de travail, elle est intégrée dans le management du travail, dans les pratiques de pilotage de l'activité.
et doit impliquer tout le monde, en fait, parce que ce n'est pas juste le cadre de santé, enfin le manager, l'encadrant, qui fait ça dans son bureau ou dans son coin, ou juste la direction, parce que, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas avoir une vision de l'ensemble de la réalité du travail et des aléas. Donc, on en a parlé beaucoup. Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre en discussion collectivement ce sujet-là et en discussion avec tous les acteurs, donc que ce soit les managers, les salariés, le service RH. Là, on l'a bien vu avec le témoignage de Patricia. Les services de santé au travail aussi, parce qu'ils ont un certain nombre d'indicateurs aussi, services de santé au travail, qui permettent de dire que là où il y a dans telle ou telle condition ou dans tel ou tel service, il y a peut-être une action à mettre en place. Mais aussi travailler aussi avec les services extérieurs, les clients, les fournisseurs aussi. Des fois, ça va être des fournisseurs qui vont nous mettre la pression, ou nous-mêmes, on se met la pression pour répondre à des clients extérieurs. Et des fois, juste en osant discuter peut-être avec des fournisseurs, avec des partenaires extérieurs, je pense aussi aux financeurs pour les structures publiques, parapubliques ou associatives, financeurs qui, des fois, effectivement, ont besoin de leur donner à un moment, à une date dans le calendrier, ils ont besoin de leur reporting. Des fois, peut-être oser discuter, de se dire, bon, on va essayer de négocier un petit peu aussi, parce que ça me permet aussi de mieux gérer aussi cette demande-là. Donc, essayer aussi, même si, effectivement, on a tendance à se dire, mais non, ça ne marchera pas, on n'aura pas de délai, mais essayer d'en discuter, parce que des fournisseurs ou des clients extérieurs, alors vous, ce n'est pas des clients, mais en tout cas, tout ce qui est partie prenante extérieure, eux aussi, ce sont des travailleurs. Et eux aussi subissent en fait une pression au travail. Et nous, on essaie de croire aussi de manière assez idéale que aussi faire sortir le sujet de la charge de travail en dehors de son entreprise, c'est une manière aussi de se dire collectivement, est-ce que des fois, sur certains trucs, on ne peut pas revoir les priorités ou décélérer un petit peu parce qu'on doit mettre la priorité là sur le soin, par exemple, mais pas sur, je ne sais pas, un tel reporting ou telle commande, en fait. Donc, c'est vraiment de se pouvoir s'en causer collectivement. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident justement de se dire qu'on manque de temps, on manque de moyens, on manque de personnel et du coup on n'a pas ce temps nécessaire pour se poser autour d'une table pour en discuter, mais ce temps nécessaire qu'on va prendre, voire on va dire perdre là maintenant parce qu'on ne l'a pas, on va vraiment le gagner plus tard avec justement ces moments de discussion collective, de réorganisation, de gestion de la charge de travail qui par la suite va justement nous faire véritablement gagner du temps. Ce temps qui est pris aujourd'hui pour discuter autour de la table avec ces différents acteurs n'est pas un temps perdu, c'est un temps qu'on va gagner plus tard. C'est un investissement qui est des fois pas évident à prendre vis-à-vis des contraintes, notamment comme l'a dit Hélène, vis-à-vis des fournisseurs, des services extérieurs, mais qui va rapporter par la suite en qualité de vie en travail et en organisation. Donc, pour terminer, quelques outils pour agir. Donc, autour de ces 3 niveaux, charge prescrite, charge réelle, charge ressentie, des exemples d'outils. Donc, sur la charge prescrite, c'est de pouvoir justement repérer, analyser et réguler la charge de travail via les entretiens individuels, annuels, la fiche de poste, les projets de service, pour répondre aussi à la question. Les projets de service sont aussi une manière de décrire la charge de travail, les procédures qualité et la stratégie d'un établissement aussi, qui est une manière de dicter, donner une vision en fait de la charge de travail prescrite, mais aussi on va dire, de la nature de la charge de travail aussi, s'il y a notamment des évolutions dans l'offre de services ou dans la manière vraiment d'organiser le travail, ça va forcément impacter la charge de travail, la manière de faire le travail, et donc les individus vont devoir s'ajuster, s'adapter, et donc aller puiser dans leurs ressources pour répondre en fait aux prescrits. Donc, tout ça, c'est des premiers, on va dire, des premiers outils pour repérer, analyser, réguler la charge de travail. Sur la charge réelle, nous avons des chroniques d'activité ou de la méthode d'analyse de situation problème. On va vous les présenter très rapidement après. Sur la charge ressentie, on va utiliser là encore les entretiens individuels et aussi des questionnaires aussi. Ça, c'est plutôt assez répandu, les questionnaires spécifiquement sur… Alors, on va avoir des questionnaires sur la satisfaction globale des salariés. On a rarement quand même des questionnaires sur la charge de travail, mais c'est plutôt intéressant de faire des focus sur la charge de travail aussi. Et donc, vraiment, si vous voulez vraiment analyser ce sujet en particulier, de pouvoir avoir des matériaux aussi issus de l'expérience des travailleurs.
Donc, un autre outil qui est le recueil de situations facteurs de charge, ça peut s'utiliser lorsque vous avez une situation problème, un problème qui arrive, une remontée, une plainte en fait, où ça permet de questionner en fait la situation, qu'est-ce qui s'est passé, de questionner la personne pour dire qu'est-ce qui s'est passé, de voir quelles ont été les conséquences, quelles ont été les causes de la situation, qu'est-ce que la personne a pu mettre en place ou pas pour faire face à la situation et qui a été concerné. Donc, c'est des exemples de questions pour, dès lors que vous avez un aléa, un incident, une remontée, une tension qui arrive, de pouvoir questionner les choses, de partir de la situation telle qu'elle est décrite et retranscrite par la personne, des conséquences de la situation, des causes, des ressources utilisées et des personnes concernées. Et ça permet vraiment de commencer à avoir cette analyse du travail, en fait, qui permet de remonter à la source des dysfonctionnements et pas juste s'arrêter sur la plainte, en fait, comme on vous le disait tout à l'heure. La chronique d'activité, donc pour justement quantifier le travail, la charge réelle, c'est une manière en fait de recueillir en fait une estimation du temps passé par activité et par tâche en fait. Là encore, c'est bien de le faire par métier ou par personne, mais aussi c'est surtout bien de le mettre en discussion avec les collègues pour identifier un peu quels sont les facteurs de charge communs ou les ressources à mobiliser communes et donc les solutions à mettre en œuvre ensemble. Tout ce qui est commun, en fait, c'est forcément un levier après pour agir. Donc, ça permet vraiment la chronique d'activité de rendre visible la réalité du travail. Et encore une fois, c'est un prétexte à la discussion autour de la charge de travail avec tous les acteurs concernés. Donc, vous avez deux modèles de comment ça peut être représenté, les chroniques d'activité, donc sous forme de diagrammes, voilà, vous avez différentes formes de chronogrammes. Donc ça, vous pouvez être aidé aussi pour faire ça, notamment des étudiants en ergonomie du travail qui peuvent venir dans le cadre de projets tutorés, vous faire des observations de situation de travail et de poste de travail. Dans votre secteur, c'est quand même un petit peu développé, donc n'hésitez pas à utiliser cet outil-là. On a un autre outil qui est la grille de repérage des activités qui permet là encore en tant que prétexte en fait pour pouvoir se représenter en fait les représentations de la décharge de travail et pouvoir se dire sur une activité ou un métier en particulier, pouvoir se dire comment elle est décortiquée en fait tâche par tâche et comment mon collègue décortique lui-même sa propre activité et se rendre compte qu'il peut avoir des décalages en fait de représentation dans l'activité réelle et donc dans la perception de la charge réelle en fait. Là, on vous a mis aussi quelques exemples. Par exemple, sur un poste de manager, on décortique sur le management du travail les différentes missions. On demande au manager de quantifier à peu près son nombre d'heures qu'il fait par rapport à ses missions. Et puis, il va aller partager sa représentation avec l'autre manager. Et puis, ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le même nombre d'heures. Et encore une fois, là, c'est un prétexte à discuter autour des représentations et de ce qui fait commun en termes de ressources ou de ce qui fait commun en termes de freins et de contraintes pour travailler. Donc là, c'est une autre représentation de la grille de repérage d'activité qui permet de se rendre compte des différentes représentations, justement. Vous avez le décompte d'activité qui est quand même couramment utilisé, donc une manière très quantitative de caractériser la charge de travail, avec par exemple le nombre de bons de commande qui sont faits, le nombre d'opérations, le nombre de contrats, le nombre de factures. Là encore, ça existe, ces outils-là, on en a tous, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est de pouvoir exploiter ces outils aussi pour permettre justement d'en discuter, de les mettre à jour, de les ajuster et de faire des choix d'organisation adaptés à ces outils-là. Parce qu'on a tous ces outils, mais la plupart du temps, on n'en fait pas grand-chose à part pour faire des reportings quantitatifs. Et enfin, nous avons l'entretien individuel sur la charge de travail parce qu'il y a des entretiens annuels obligatoires, mais on est rare à faire des entretiens spécifiquement charge de travail. Donc, tout comme vous pouvez faire des questionnaires de satisfaction, enfin des questionnaires de ressenti sur la charge de travail, vous pouvez faire des entretiens spécifiquement sur la charge de travail aussi. Ça peut être intéressant à des timings que vous décidez avec vos collaborateurs pour pouvoir, avec un certain nombre de questions là qu'on vous présente, qu'on vous suggère, justement, pas attendre l'entretien annuel pour pouvoir jauger et juger la capacité de la personne ou d'un collectif de travail à tenir son travail de manière soutenable sans aller user sa santé. Et donc ça, vous pouvez le faire en entretien individuel, vous pouvez aussi très bien le faire en entretien collectif, pourquoi pas. Ça s'expérimente. Et dernier outil qu'on voulait vous présenter très rapidement, c'est un outil de ludopédagogie que notre réseau met à disposition pour justement aller questionner en collectif les différentes représentations autour de la charge de travail à partir de différentes cartes
Donc là, vous avez 2 exemples de cartes, par exemple, différentes situations. Le but, c'est, par exemple, on se met tous ensemble autour d'une table, on joue, entre guillemets, à ce jeu, qui est un prétexte à pouvoir faire des choix et des stratégies. Et on se dit, bah, la prise en compte de la conciliation des vies pro et vie perso, on se fait un tour de table en disant, est-ce que pour toi, c'est inexistant et non souhaité? Est-ce que c'est existant et insatisfaisant? Est-ce que c'est existant et satisfaisant? Ou est-ce que c'est inexistant mais souhaité? Donc, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse positionner en disant bah, moi, je le mets dans cette case, moi, je le mets dans cette case. Ah ouais, tu le mets dans cette case, bah, c'est bizarre, bah, explique-moi. Et pas se mettre d'accord en disant qu'il faut absolument que ça soit dans cette case, mais de mieux comprendre justement ce fameux ressenti autour de la charge de travail. Gillian, est-ce que tu as un exemple sur ça à nous donner, sur cette carte-là? Justement, entre un collègue qui va dire moi, vis-à-vis de ma charge de travail, tout se passe bien et à 17h30 ou vis-à-vis de mon amplitude horaire, je peux rentrer chez moi. Et un collègue qui va dire justement, je rapporte du travail à la maison et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Le travail se met à empiéter sur ma vie personnelle. Et on va se retrouver avec des personnes qui occupent officiellement le même poste, qui ont la même charge de travail et qui vont avoir 2 visions complètement différentes. Et si on va décortiquer un peu à ce niveau-là, comme le disait Hélène en début, en essayant justement d'analyser cette activité, on va se rendre compte qu'il y a une organisation, mais là à l'échelle individuelle, où les personnes vont manager différemment et vont se rendre compte que s'ils s'organisent différemment, leur charge de travail ressentie va être différente. Et là, ils ne vont pas être d'accord sur la même cartographie de à quel point cette répartition de la charge de travail est prise en compte dans la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Mais pour ça, il faut justement donner la possibilité à la personne de prendre un peu de temps, se poser autour d'une table, d'en discuter, en sachant que l'un et l'autre sont de bonne foi. Pour une personne, il y a une très bonne répartition de la charge de travail, et pour l'autre, il a un ressenti d'être débordé, et c'est aller voir justement un peu plus à ce niveau-là. Donc voilà, et l'objectif, c'est que il y a plusieurs cartes comme ça. Enfin, là, on vous en a mis 2, mais il y en a une trentaine, je pense, une quarantaine. Et l'objectif, c'est d'aller discuter différents sujets autour de la charge de travail. Et puis de finir après, ce qui est sympa dans cet exercice-là, c'est qu'après, vous pouvez faire une sorte de plan d'action très flash en disant tout ce qu'on a mis dans existant et satisfaisant, on n'y touche pas. Mais tout ce qu'on a mis dans existant et amélioré ou inexistant mais souhaité, ça nous donne notre piste d'action, en fait. Et après, le but, c'est, vous pouvez ressortir avec 20 pistes d'action, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer à en faire au moins une, en fait. Encore une fois, de commencer à se mettre en mouvement, en fait. Et donc, c'est assez rapidement, avec cet outil-là, vous pouvez trouver des idées. Parce que dès lors que vous mettez les gens autour d'une table à discuter ensemble, magie, ils trouvent des idées. Donc voilà, donc c'est un peu l'outil auquel on croit, qu'on a pu expérimenter, qui est plutôt assez efficace, ce qui permet très rapidement de passer de l'intention à l'idée et à l'action. Et voilà, et pour terminer, on vous a mis un panorama, parce que là, on vous a présenté rapidement quelques outils, mais il y en a d'autres, un panorama de différents leviers pour justement agir sur la charge de travail autour des 3 niveaux de régulation, l'anticipation, le suivi et la régulation. Je vais vous mettre dans la zone de discussion Alors déjà, si continuez, on peut encore prendre 5 minutes pour ceux qui peuvent rester pour répondre à des questions. Et je vous mets dans la zone de discussion un lien pour un questionnaire de satisfaction que nous devons mettre en place dans le cadre de notre partenariat avec l'ARS. Donc, Je me permets juste de prendre la parole pour préciser effectivement qu'on a bien pris le nom des différentes personnes qui ont demandé la grille et en fonction de la réponse sur la possibilité de la diffuser, on reviendra vers vous à ce moment-là. Hop, et normalement, vous voyez le lien vers le questionnaire de satisfaction. Alors, vous prenez le temps d'y répondre, il n'y a pas d'obligation. C'est les fameux reportings que nous devons faire aussi. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, le support de présentation, oui. Alors,
Vous l'aurez, il sera sur la page de l'ARS, la page conditions de travail, qualité de vie de travail et conditions de travail de l'ARS, en fait. Et on va essayer de vous l'envoyer aussi par mail, donc très, très rapidement. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir vous libérer. Merci beaucoup aux 24 personnes qui êtes restées jusqu'à la fin. Et je pense que 18h37, il est largement le temps de déconnecter. Merci à tous. Et puis, Au bon revoir, courage pour excellente fin de journée. Pardon, je t'en prie. À bientôt.